J'aimerais qu'on commence par là. Quels peuvent être les différents objectifs d'un groupement d'employeurs et quels sont les différents usages que les entreprises y trouvent pratiques? Oui, alors peut-être juste une petite précision sur les coulisses de cette recherche. En fait, ce qui m'a amené à m'intéresser à ces questions, c'est la promesse donnant-donnant affichée par les groupements d'employeurs. Le groupement d'employeurs comme garant de flexibilité et de fidélisation des salariés pour les entreprises et de sécurisation des parcours pour les salariés. Et je voulais savoir ce qu'il advenait dans la pratique de cette belle idée. Et qu'en était-il effectivement à la fois du point de vue de la flexibilité et de la sécurisation des parcours. Et là, je voudrais d'emblée introduire une précision et rebondir notamment par rapport à l'intervention du ministre du Travail pour interroger la différence entre sécurité de l'emploi et sécurisation des parcours professionnels. Il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose, alors qu'on a très souvent tendance à rabattre la sécurisation des parcours professionnels sur la sécurité de l'emploi. Or, il me semble qu'il y a deux problématiques. Il y a la sécurité de l'emploi, et là je pense que le groupement d'employeurs, on l'a entendu ce matin, est très bien placé pour offrir cette sécurité-là aux salariés, mais la sécurité de l'emploi suffit-elle pour assurer une sécurisation des parcours professionnels? Et là, il y a toute une problématique qui s'ouvre à laquelle, justement, j'ai essayé de répondre en me penchant à la fois sur les usages qui sont faits de cet outil qu'est le groupement d'employeurs, les usages qui sont faits par les employeurs, les entreprises adhérentes, mais aussi les rapports au temps partagé que développent les salariés, qui sont des rapports pluriels. C'est ça, il y a un certain nombre de prérequis pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait aussi sécurisation des parcours. Et ça, on le verra peut-être dans un second temps avec tous les trois. Pour commencer peut-être effectivement sur les objectifs assez diversifiés des groupements d'employeurs et sur les usages des entreprises, quels sont les 4 usages que vous avez identifiés? Oui. Alors, les 4 usages que j'ai identifiés sont donc les usages faits par un groupement, par les entreprises adhérentes. Sont d'une part l'externalisation de la gestion de l'emploi, c'est-à-dire ça va de la gestion de la fiche de paye à la prise en charge de la formation, des congés, etc. Et là, on est finalement dans le groupement d'employeurs comme équivalent de l'agence de travail intérimaire, mais à un coût nettement inférieur, c'est-à-dire 15 à 30% de moins que ce que peut chiffrer une agence de travail intérimaire. Le deuxième usage que j'ai pu identifier, c'est le recours au groupement d'employeurs comme agence de recrutement. Le travail à temps partagé permettant à l'entreprise d'identifier de futurs salariés qui seront ensuite embauchés en tant que salariés de l'entreprise. Le troisième usage est le recours au groupement d'employeurs comme accès à des compétences à temps partiel. Et là, on est véritablement, je dirais, dans ce qui est la vocation du groupement d'employeurs. Il en a été question à plusieurs reprises ce matin. Et le quatrième usage, qui correspond également à la vocation du groupement d'employeurs, est l'accès à du travail saisonnier et une fidélisation des travailleurs saisonniers. Ça a été évoqué dans le cas de l'île d'Oléron. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 4 usages, on les retrouve quasiment dans tous les groupements d'employeurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Et souvent, d'ailleurs, même dans des groupements qui fonctionnent très bien conformément à ce qui est affiché comme étant la vocation des groupements d'employeurs, eh bien, on a aussi de l'aide au recrutement avec un turnover qui est considéré comme positif. Donc, c'est une complémentarité de ces 4 usages, finalement, qu'on trouve dans des groupements qui fonctionnent bien, alors que dans des groupements qui
je dirais, fonctionne de manière déviante par rapport à ce qui peut être l'éthique des groupements d'employeurs, eh bien, on trouvera essentiellement les deux premières logiques. Externalisation et de recrutement. Et recrutement. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de cette coprésence des quatre logiques, y compris pour permettre aux groupements de remplir leur vocation essentiellement centrée sur les deux derniers points. Ensuite, l'effet plus ou moins sécurisant et plus ou moins flexibilisant du groupement se joue aussi dans les rapports que développent les salariés au temps partagé et dans l'interaction qui se crée ensuite entre les usages différenciés des entreprises et les rapports que les salariés développent au temps partagé. Et là, dans mes enquêtes, j'ai identifié essentiellement deux types de rapports au temps partagé développés par les salariés et qui dépendent, je dirais, de deux grands facteurs. Le premier facteur est le facteur temps, c'est-à-dire la durée qu'on passe dans le temps partagé et la manière dont on s'y projette. Et le deuxième facteur est lié au fait que le temps partagé soit choisi ou subi. Donc, premier rapport au temps partagé, c'est celui des salariés qui s'engagent dans un groupement d'employeurs faute de mieux. Ils aimeraient bien trouver un autre travail, mais ils ne le trouvent pas. Donc, le travail à temps partagé, c'est mieux que rien. Et en général, ces salariés cherchent très vite à regagner le marché du travail classique, donc à capitaliser un maximum d'expérience pour trouver un emploi sur un support classique, soit par le turnover interne au groupement d'employeurs, soit par un retour sur le marché du travail. Deuxième type de rapport salarié, c'est un rapport que je qualifierais d'intermédiaire. Ce sont des salariés qui n'ont pas choisi le temps partagé, mais qui, au contact du temps partagé, y ont trouvé énormément d'avantages, de points positifs, et qui s'y installent et le valorisent, qui peuvent même en faire un projet de vie. Et le troisième type de rapport au temps partagé, là c'est carrément un rapport très valorisé qui correspond à un projet de vie qui est construit par les salariés. Et là on peut trouver des salariés, souvent en milieu de carrière, qui décident d'un moment donné un contrat, un emploi stable, un contrat à durée indéterminée, pour se lancer dans l'aventure du temps partagé. Et là, ça correspond généralement à un projet personnel, à un projet de vie, plus qu'à un projet professionnel même. Et là, on trouve souvent des cadres qui veulent protéger un petit peu leur vie privée contre l'envahissement du travail et qui trouvent que le temps partagé, paradoxalement, offre cette possibilité de par l'impératif de cloisonnement qu'il impose lorsqu'il s'agit de passer d'une entreprise à l'autre. Donc opérer ce cloisonnement quand on passe d'une entreprise à l'autre permet pour ces cadres aussi d'opérer un cloisonnement beaucoup plus étanche entre vie professionnelle et vie privée, ce qui peut être assez surprenant parce qu'on peut aussi considérer dans d'autres cas que le groupement d'employeurs peut être un facteur d'hyper-subordination ou de développement des formes de subordination au travail. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc une grande diversité, à la fois du côté des groupements d'employeurs, des entrepreneurs qui y adhèrent et des salariés eux-mêmes. On va s'arrêter sur cette grande diversité au niveau des groupements et des entrepreneurs. Bernard Gazier, les groupements d'employeurs, c'est une forme hybride et finalement, c'est vrai que ça complique un peu la donne entre des formes associatives puis des entrepreneurs qui ont, pour la plupart du temps, un but lucratif. Oui, c'est une originalité qui, finalement, à la fois ouvre des solutions, mais soulève aussi une série de tensions. Je voudrais repartir des sensations qu'on peut avoir lorsque on discute sur les groupements d'employeurs, comme nous l'avons déjà fait ce matin. Il y a un moment où on s'enthousiasme. Bon, il peut y avoir des métaphores sportives, comme nous en avons eu une magnifique, et
il y a le moment où on se dit, oui, mais quand même, c'est quoi la concurrence en face? Est-ce que nous ne sommes pas en train, finalement, simplement de fédérer des miettes d'emploi? Alors, c'est des grosses miettes, hein, on est d'accord, mais est-ce que c'est ça? Et puis, d'un autre côté, on ne grossit pas. Vous voyez, il y a une sorte de va-et-vient. Alors, je voudrais donner un nom à ce va-et-vient, parce que je le connais, il n'est pas propre au groupement d'employeurs. On le trouve à chaque fois qu'il y a des innovations de cette nature. C'est ce que l'on peut appeler la mélancolie de la bonne pratique. Alors la mélancolie de la bonne pratique, c'est l'idée, voilà, c'est super beau, mais c'est quand même porté par des gens charismatiques et originaux. On a du mal à dupliquer, et si on duplique, on va se faire pas simplement imiter, on va subir peut-être des versions dégradées dans lesquelles il y aura des vraies miettes d'emploi ou des choses moins bien, etc. Vous voyez, cette espèce de jeu, et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Et donc, de ce point de vue-là, la structure, eh bien oui, elle est en tension, parce que vous avez des employeurs qui, OK, ont adhéré, s'engagent, mais c'est des employeurs qui sont là parce qu'ils sont privés, et ils sont privés marchands, donc ils sont là pour faire des profits, faire de l'argent. Donc, il y a cette logique qui est parfaitement recevable et très importante, mais qui se combine avec quelque chose d'autre. Et alors, cette tension-là, eh bien, elle n'est pas stable. C'est quelque chose qui peut aller dans le sens d'une meilleure communication de l'ensemble des gens qui sont là, ou au contraire, se rabattre sur une simple agence de service, comme ça a été dit. Donc on trouve bien cette mécanique-là. Mais c'est ça en même temps, juste, et je termine là-dessus, qui fait solution. Parce que c'est parce qu'on dépasse ce jeu de concurrence entre employeurs qui peut-être ne se connaissent pas, mais qui éventuellement sont rivaux, ou qui sinon n'ont rien à connaître, qui sont dans des secteurs différents, on dépasse ça dans une logique où la confiance peut s'instaurer. Et donc, c'est, de ce point de vue-là, une machine à fabriquer une solution, mais c'est une machine plus compliquée qu'elle en a l'air. Donc, il faut se départir de la mélancolie des bonnes pratiques pour abandonner le huis clos qui peut être un peu tentant pour des formes atypiques et innovantes, hein, pour davantage se mettre en réseau. Et on évoquera tout à l'heure avec vous trois, justement, peut-être la nécessité d'une mise en réseau beaucoup plus forte au niveau territorial et au niveau aussi des autres acteurs d'intermédiation sur le marché du travail. Antoine Lyon-Camp, cette diversité des rôles des groupements d'employeurs et des entreprises, les groupements qui sont des employeurs sans être vraiment employeurs, vous me disiez en préparant, cette diversité des rôles, elle est importante à connaître et importante à préciser dès le départ par rapport aux concours, aux aides, aux appuis que l'on veut pouvoir obtenir. Or, parfois, il peut y avoir une certaine confusion. Expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire que quand on suit Bénédicte, et je la suis toujours, et en particulier sur ce qu'elle a dit, il faut partir de l'idée que les groupements d'employeurs, socialement et économiquement, remplissent plusieurs rôles. La diversité, c'est le point de vue initial. Ce n'est pas inscrit dans la loi, c'est plutôt quelque chose qu'on observe. Par là même, je pense qu'on peut comprendre qu'il est difficile de trouver des structures, des modes d'organisation qui permettent le développement combiné, homogène de ces différents rôles. Donc, la richesse des groupements d'employeurs, c'est la diversité, c'est aussi leur handicap. Et entre les différents rôles, il y a même, ce que commençait à souligner Bernard Gazier, des tensions. Ce qui fait que les structures, quand on y réfléchit, elles vont abriter ces tensions et selon les contextes, les moments, les animateurs, les principaux clients, tel aspect va être valorisé, tel autre oublié. Et je prends simplement un exemple. En caricaturant un peu, Bénédicte va me pardonner, la diversité des usages. Je pense que l'usage peut-être que l'on met en avant d'habitude, enfin c'est répondre à des besoins des entreprises. Alors, ces besoins peuvent être plus ou moins accentués. L'externalisation de certaines, disons, fonctions administratives ou plutôt gestion administrative de l'emploi, c'est le début, mais ça peut aller plus loin dans la sélection, etc. Bon. Cette première fonction, elle n'est pas du tout la même
que celle de la construction d'un processus de formation pour certains salariés particuliers dans certaines régions. Et on peut comprendre qu'entre ces deux fonctions, il y ait des tensions. Ce ne sont pas les mêmes besoins, par exemple, de soutien, ce ne sont pas même forcément les mêmes appuis, on va dire, logistiques, financiers, qui doivent être mobilisés pour que l'une ou l'autre de ces fonctions soit en développement, si on veut. Bon, donc je pense que je pars de l'enthousiasme que nous avons tous quand nous réfléchissons au groupement d'employeurs, et puis ce constat qui est fait par tous, c'est que finalement, cette formule n'a pas connu un énorme développement. Alors, il y a un certain nombre de freins réglementaires qui ont été évoqués tout à l'heure. Mais ça, je pense que c'est... Est-ce que... Non, mais qu'est-ce que c'est qu'un frein? Alors, est-ce qu'au-delà des freins réglementaires, parce qu'on ne va pas revenir dessus, on a évoqué tout à l'heure effectivement un groupe de travail qui commence à plancher sur la question, un groupe d'études prospectives. Au-delà des freins réglementaires, il y a quand même la question du statut qui sera discuté tout à l'heure dans un des ateliers. Et je voulais quelques mots de votre part là-dessus. Statut associatif aujourd'hui, est-ce que le statut de coopérative pourrait avoir du sens? Est-ce qu'un autre statut, je sais que vous avez des idées sur la question, pourrait éventuellement être pertinent pour les groupements d'employeurs? Alors là aussi, je dirais, je pars d'abord de la diversité des rôles, des usages. Oui, par exemple, si on met l'accent plutôt sur l'apprentissage, la formation, là, on voit bien qu'il y a un certain nombre de structures qui sont très adaptées, enfin en tout cas mieux adaptées que l'association à cette promotion d'un apprentissage individualisé. Bon, on va plutôt vers des statuts vraiment d'établissement, d'enseignement et de formation, en oubliant la dimension coopérative. La dimension coopérative, elle n'a pas besoin d'être là. En revanche, si on met l'accent sur des besoins partagés par certaines entreprises, alors on peut comprendre que les entreprises s'engagent assez fortement dans une coopération à travers la structure du groupement d'employeurs. Donc, vous voyez, je suis un petit peu rabat-joie parce qu'il faut l'être de temps en temps. La mélancolie. Non, parce que ça n'est pas le problème du créateur. Ça n'est pas le problème du créateur et de la mélancolie. C'est plutôt le constat sociologique qu'on ne peut pas rabattre le groupement d'employeurs sur un modèle. Ça serait tellement facile. Alors, dans ce cas-là, on trouverait assez commodément dans l'arsenal comme ça des structures, des organisations, quelle est celle qui est le plus adaptée à ce modèle. Je pense qu'il faut prendre son parti plutôt de cette diversité. Et je pense que, par exemple, une des choses qui serait d'enjeu, c'est de passer trop vite, par exemple, à des formules de type société anonyme ou société anonyme, société par action simplifiée. On peut se dire ça serait mieux quand même de limiter la responsabilité des membres. Ça va être discuté cet après-midi. Mais en réalité, ça ferait perdre, par exemple, toute une dynamique, on va dire, à la fois de la générosité, du bénévolat, du tissage territorial au groupement d'employeurs. Donc, je pense que, par exemple, ce passage vers la société ou la structure à but lucratif non seulement est prématuré, mais serait une négation d'une des dimensions, on va dire, créatrices des groupements d'employeurs. Alors, comment les groupements se positionnent par rapport à leurs concurrents potentiels, pas toujours concurrents, mais concurrents potentiels, l'intérim, le portage éventuellement? J'aimerais, Bénédicte Zimmermann, que vous nous donniez quelques éléments dans les verbatims que vous avez recueillis pour votre étude 2004 puis 2008, 4 ans plus tard. Que vous disaient vos interlocuteurs sur la différence qu'ils percevaient entre intérim et groupement d'employeurs? Oui, est-ce que je peux peut-être juste rebondir sur le sujet précédent? Parce que moi, je trouve que le groupement d'employeurs est vraiment un défi fantastique au droit, en fait. Et il me semble que... Alors, c'est facile à dire quand on n'est pas juriste, mais il met les juristes... C'est plus difficile à dire quand on est juriste. Il met les juristes devant le défi d'inventer des formules nouvelles.
Et je crois que c'est le juriste qui arrivera à inventer cette formule nouvelle, je crois qu'il arrivera vraiment à aider les groupements d'employeurs. Je crois que c'est une erreur de vouloir puiser uniquement dans ce que nous connaissons, dans les formes juridiques qui sont... Alors bien sûr, il faut s'appuyer dessus pour aller de l'avant, mais il y a vraiment un effort d'inventivité à faire, parce qu'après tout, au départ, c'est une innovation sociale et économique, mais il faut que le droit puisse accompagner cette innovation. Et je crois qu'il ne faut pas uniquement rester dans la recherche de recettes existantes qu'on pourrait appliquer au groupement. Alors voilà, c'est la sociologue qui parle, évidemment, qui n'est pas trop concernée par ces enjeux. Pour répondre à votre question, je crois qu'il y a effectivement une différence très importante entre le travail intérimaire et le travail à temps partagé, qui est fait à la fois par les salariés à temps partagé, mais aussi par les entreprises adhérentes dans lesquelles travaillent ces salariés. C'est que l'intérimaire est considéré un petit peu comme le bouche-trou, c'est-à-dire on le met là où il y a un manque à un moment donné, mais on l'y met de manière temporaire, alors que le salarié à temps partagé est considéré comme un véritable professionnel, est reconnu comme tel et est valorisé en tant que tel. Donc, du point de vue social, du point de vue de l'identité professionnelle, c'est absolument décisif. Et je crois que là, il y a quelque chose de très important. Et c'est pour ça aussi, je ne pense pas, moi, que la concurrence soit si forte entre travail... Enfin, je ne verrais pas la problématique, comme elle était présentée tout à l'heure, complètement centrée sur une concurrence entre travail intérimaire et travail à temps partagé. Je pense qu'il y a vraiment une spécificité très forte du temps partagé. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe au niveau des CDI intérimaires, oui, on les compte sur les doigts de deux mains. Enfin, je veux dire, c'est très peu. Et ce n'est pas la vocation, justement, des agences intérimaires d'aller sur le terrain des groupements d'employeurs. Il y a un chef d'entreprise qui dit dans votre ouvrage, d'ailleurs, que vous avez interrogé, qui dit « Les groupements d'employeurs sont des partenaires, les boîtes d'intérim sont des fournisseurs ». Pour résumer, eux, la différence de perception qu'ils peuvent avoir. Tout à fait. Antoine Lyon-Camp, puis Bernard Gazier, un mot sur le CDI intérimaire. Quels peuvent être, selon vous, les impacts, c'est encore un peu tôt aujourd'hui, mais les impacts sur les groupements d'employeurs de cette forme particulière, de ce nouveau dispositif? Oui, moi, franchement, je ne crois pas tellement au CDI intérimaire, donc je ne pense pas que ça soit potentiellement un gros concurrent, à supposer qu'en effet, ça s'adresse et aux mêmes salariés et aux mêmes entreprises, ce qui n'est pas démontré, mais ça ne le serait guère. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est quand même un cosmétique, le CDI intérimaire. C'est la façon dont les entreprises de travail intérim ont prétendu devenir des entreprises socialement responsables. Vous voyez, donc en disant, on va stabiliser, ça va être stabilisé. En réalité, on stabilise très peu, parce que, à la différence de ce qui existe dans les pays où l'intérimaire, oui, l'intérimaire est un salarié permanent de l'entreprise intérimaire, là, il n'aura pas un salaire permanent. Il ne faut pas l'oublier. Bon, donc c'est une formule qui est un peu en trompe-l'œil. Et pourtant, on l'a vu, le travail temporaire a opposé quelques résistances quand même au développement des groupements d'employeurs, mais lui, en revanche, c'est beaucoup structuré, oui, autour d'une convention collective, d'un certain nombre d'accords, avec des partenaires sociaux en face. De la même manière, d'ailleurs... Ils ont connu le danger. C'est-à-dire, quand même, de 82 à 85, le travail intérimaire était au bord du gouffre. C'est-à-dire, on a même pensé à un moment, les gouvernements successifs de l'époque, de même couleur politique d'ailleurs, ont mis en question la légitimité de cette formule de prêt de main-d'œuvre. Donc, il y a eu une réaction, je dois dire, pour essayer de donner une dignité à ce secteur. Et la formule, comme toujours, c'est dialogue social. Vous savez, c'est le maître mot pour dire on va négocier, on va mettre sur pied un système de... Non, mais c'est ce qui s'est passé entre 82 et 85. Et c'est ce qui a permis au travail intérimaire de ressortir, enfin, au secteur, de sortir, en tout cas, vainqueur d'un combat politique, d'abord. Politique. Mais, comme Bénédicte, je ne crois pas que... si vous voulez, il y a une dimension qu'on n'a peut-être pas assez soulignée, là, depuis le début, c'est la dimension de la mutualisation.
Ce qui fait probablement un trait particulièrement original de certains groupements d'employeurs et potentiellement de beaucoup, c'est le fait que les entreprises partagent des préoccupations et un mode d'organisation. Bon. Et ça, je pense que le travail intérimaire ne peut pas répondre à ça. C'est un élément de différenciation, effectivement. Oui, mais fort. c'est peut-être un des éléments d'identification potentiellement les plus forts. Bernard Gazier, intérim, portage, groupement d'employeurs, des formes complémentaires, en partie concurrentes. Alors, un petit mot sur justement ces différentes formes qui apparaissent, mais je voudrais partir d'un point de départ qui peut-être pour vous est stable, mais qui l'est de moins en moins. Pour le dire brutalement, le CDI n'est plus ce qu'il était. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, une caissière d'un grand magasin qui apprend le lundi, alors elle est à temps partiel, qui apprend le lundi qu'elle aura nocturne le mercredi, qu'elle aura ceci, cela dans la semaine, et que son salaire variera en conséquence. Elle peut très bien être en CDI quand même. Bon. Et là, il y a quelque chose qui montre que nous sommes arrivés maintenant dans une situation où il faut en fait reconsidérer l'ensemble des modalités de l'emploi et pas simplement éventuellement le cadrage juridique, voilà, CDI intérimaire à temps plein. Oui, mais voilà, comment est-ce que ça se passe dedans? Quelle garantie, quelle structure, quelle qualité du travail et de l'emploi? Autre exemple toujours, un tiers des CDI sont rompus par leurs titulaires dans les 2-3 ans où ils sont arrivés en CDI. Ça ne veut pas dire que tout le monde est instable, ce n'est pas du tout ça. Mais ça veut dire que l'enjeu désormais est moins de revendiquer un calage juridique donné que de faire valoir qu'on organise des compétences, qu'on organise des garanties de revenus, qu'on organise des progressions de carrière, qu'on organise, bref, tout ce qui s'appelle aujourd'hui se mesure sous l'intitulé de qualité du travail et de l'emploi. Et donc, en fait, c'est là-dedans que les choses se passent. Alors, du coup, toutes les concurrences qui apparaissent. Ben là, je voudrais dire quelque chose, là aussi, d'un petit peu provocateur. Finalement, si vous prenez le portage salarial, bon, voilà des dispositions dans lesquelles il y a une structure qui est censée stabiliser un peu les gens, mais le boulot de stabilisation, c'est les gens eux-mêmes, c'est les bénéficiaires du portage salarial qui doivent trouver les activités, qui doivent jongler avec les trajets, les emplois du temps, les rémunérations, éventuellement des périodes de vacances dont on ne voit d'ailleurs pas très bien quand ils les prennent. Bon, vous voyez, et bon, tout ça, ça marche en fait bien pour des cadres qui sont capables d'avoir un réseau de personnes leur demandant du travail, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le boulot des groupements d'employeurs de faire ça? Mais non, attendez, tant mieux pour eux, après tout, si ça marche. Donc, en fait, on est dans une question qui est la suivante. Quelle est la mission des groupements d'employeurs? Ça ne veut pas dire que le groupement d'employeurs ne doit se consacrer qu'à des personnes en super difficulté, etc. C'est pas ça. Mais l'idée, c'est que c'est une mission spécifique, et si un dispositif marchand comme le portage salarial y arrive pour d'autres segments qui finalement ne vous concernent pas, et c'est très bien. Il y avait eu la même difficulté avec Pôle emploi. Pôle emploi a dit pendant des années, nous voulons avoir une grosse part de marché. Une grosse part de marché, ça veut dire nous sommes capables de convaincre les employeurs que nous leur donnons des gens qui sont des gens de bonne qualité, comme ça on pourra même leur donner les chômeurs en difficulté. C'est ça, le pari. Oui, mais attendez, si c'est ça, donner des gens de très bonne qualité qui de toute façon auraient trouvé du boulot sans Pôle emploi, attendez, il n'y a pas besoin de Pôle emploi pour faire ça. Ils trouveront tout seuls. Bon. Et donc, ou alors si, il faut les aider, mais à un minimum. Et puis, il faut évidemment porter l'essentiel de l'effort sur des gens qui sont en difficulté. Donc, vous voyez, il y a un message double de se centrer sur certaines catégories de besoins, etc., éventuellement certaines catégories de salariés, de carrière et de compétences. Et puis, il y a un enjeu de montée en gamme de la qualité du travail et de l'emploi. Et pourtant, il y a une forme de paradoxe, parce que l'intérim, on l'a vu, c'est structuré, a mis du temps, mais c'est puissamment structuré. Le portage, en quelques années, a réussi à se structurer, à trouver des interlocuteurs syndicaux. Alors, même s'il y a pas mal de difficultés juridiques en ce moment qui devraient bientôt être tranchées, on a le sentiment, pour les groupements d'employeurs, que, certes, il y a eu des aménagements, ça a été dit tout à l'heure, par petites touches successives, qu'il y a une bienveillance générale des pouvoirs publics, mais que c'est un peu tarte à la crème de dire les groupements, c'est un joli dispositif, sans pour autant qu'il y ait forcément une loi qui recense un certain nombre
d'ingrédients ou de leviers, sans pour autant que ça se traduise en actes un peu concrets qui permettraient de faire décoller les groupements. Je peux juste rebondir là-dessus. De mon point de vue, il faut avancer sur deux jambes. Qu'il y ait une loi qui homogénéise, structure, c'est une chose, mais c'est surtout la capacité d'auto-organisation du secteur, qui ici est très visible. Et alors le contraste, on l'a vu aujourd'hui, c'est qu'en Poitou-Charentes, c'est très visible, c'est bien organisé, c'est plein de compétences, et puis dans d'autres régions, y compris celles avec lesquelles vous allez fusionner, en Poitou-Charentes, c'est beaucoup moins développé, etc. Donc on voit apparaître quelque chose ici qui n'est pas de l'ordre de la demande de la loi, mais qui c'est de l'ordre de l'auto-organisation du secteur. Et il y a un moment, il va falloir rationaliser tout ça. Dans l'économie sociale et solidaire, assez souvent, on se réjouit de sa diversité, et puis, il faut le dire, il y a des stratégies de niche. Hein. Il y a l'idée, voilà, charbonnier mettre chez soi, il y a une petite affaire dans laquelle on est bien, on a une spécialité, c'est notre truc. Enfin, là, je provoque un peu la salle, j'espère. Et en fait, il faut aller absolument au-delà. Il me semble que les groupements d'employeurs doivent pouvoir aller au-delà. Un mot justement pour prolonger ce propos, Antoine Liancan puis Bénédicte Zimmermann, sur cette structuration dont parlait Pierre Fadeuil. Il évoquait 18 structures et la nécessité peut-être de se constituer en branche avec les syndicats patronaux, peut-être aussi qui pourraient aider à la structuration du secteur. Alors je partage tout à fait le diagnostic de Bernard Gazier. Je pense que il y a très peu de volontarisme étatique productif dans ce domaine. C'est la capacité d'auto-organisation du secteur qui est la porteuse de dynamique possible. Autrement dit, ce n'est pas l'État qui peut décréter qu'il y a une branche et convoquer je ne sais qui. Il faut que ces acteurs naissent eux-mêmes, s'organisent, trouvent des interlocuteurs. Et donc, ce n'est pas parce qu'il existe des poussières de structures que le secteur existe. Enfin, existe. En tout cas, qu'il existe une auto-reconnaissance mutuelle des différents acteurs. Donc il y a un gros travail à faire, certainement, et je pense que le meilleur travail à faire passe par une analyse des pratiques. Donc l'observation, l'auto-observation, la mise en lumière des évolutions des pratiques même des groupements d'employeurs, c'est ce par quoi passe cette auto-organisation beaucoup plus que par une impulsion centrale Alors il peut y avoir quelques aides, c'est-à-dire notamment les interventions financières pour permettre des rencontres, des réunions, des assises éventuelles. Tout ça est extrêmement fécond, extrêmement utile. La preuve, ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense que c'est plutôt ça que l'idée qu'on décrète qu'il existe une branche. Et je reviens un instant sur l'étape antérieure de notre discussion. Même dire les groupements d'employeurs ont une mission. Qui peut le dire? La loi? Non. On a vu, il y a plusieurs missions en même temps. Ce qui est important, c'est l'analyse de ces missions, la mise en forme de ces missions, c'est-à-dire que ça soit dit, proclamé, propagé, commenté, éventuellement critiqué. C'est ça le processus d'auto-naissance, enfin de procréation ou de création d'une activité propre. Je crois que c'est plutôt ça. C'est pour ça que franchement, c'est pour ça que les freins réglementaires, je suis en train de dire les juristes ne sont pas très utiles, ce qui est vrai. Non, mais je pense qu'il ne faut pas... C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Il ne faut pas surestimer l'importance de ce qu'on appelle le cadre réglementaire. Ce que disait Bernard Gazier, évidemment, est profond. C'est un monde dans lequel vous avez des utilisateurs, des entreprises, des travailleurs, des salariés, et puis des créateurs, animateurs de structures. C'est ça le monde des groupements d'employeurs. Et c'est, vous voyez, les dynamiques à la fois dans chacun de chacun de ces acteurs et de leurs relations qui peut faire naître éventuellement une forme de structuration et l'invention de structures. Évidemment, si je disais « je connais la bonne structure », pour répondre à Bénédicte, en réalité, je dirais quelque chose que je pense, parce que je la connais, mais en même temps, je contredirais la démarche que j'essaie de préconiser, c'est-à-dire je ne tiens pas une vérité que j'impose à un Une groupe. démarche qui vient des acteurs. Oui. Bénédicte Zimmermann, vous êtes vous aussi assez sceptique sur la capacité, la pertinence en tout cas, que ce soit
on va dire, l'administration centrale qui organise davantage la profession en branches, etc. Oui, tout à fait. Et moi, je voudrais revenir quand même à l'originalité du groupement comme tiers employeur. On n'a pas encore formulé cette notion de tiers. Mais je crois que là, il y a quelque chose de très fort et il y a une expérience acquise depuis des années par les groupements et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à valoriser, à creuser de ce côté-là. Et c'est un tiers employeur hybride, c'est-à-dire ce n'est pas un service public, ce n'est pas une agence commerciale. Et moi, il me semble que c'est autour de ça qu'il faut travailler, autour de cette hybridité. Et il me semble qu'il ne faudrait pas la perdre. Il faut au contraire arriver à la valoriser et je dirais aussi à l'encadrer. Parce que une de mes hypothèses, c'est que la difficulté des groupements d'employeurs à évoluer est liée aux pratiques déviantes de certains d'entre eux, qui est favorisée par cette hybridité, bien sûr. Alors comment faire ? La méfiance est moins grande aujourd'hui par rapport au groupement d'employeurs, mais il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'était « Ah oui, mais c'est un dispositif qui est aux mains des employeurs, les salariés vont encore se faire avoir. » France Joubert était un des premiers à y croire et à penser qu'on pouvait en faire un outil vraiment qui pouvait être mobilisé en faveur des salariés. Et effectivement, les choses ont évolué dans ce sens-là. Mais quand on revient à la question que je formulais initialement, la question du donnant-donnant. Et qu'en est-il en réalité de ce donnant-donnant ? Il faut peut-être revenir à ça, parce que c'est ça la promesse du groupement d'employeurs. Donc quand on regarde que se passe-t-il du point de vue des parcours des salariés, eh bien, dans certains groupements d'employeurs, les parcours de salariés, la sécurisation des parcours de salariés n'est absolument pas prise en compte. Elle est passée par perte et profit pour satisfaire les besoins de flexibilité des entreprises. Et lorsque ça, c'est le seul objectif, eh bien, on n'est plus dans la charte, on n'est plus dans l'éthique des groupements. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'il faut travailler autour de ça. Et à partir du moment où on arrivera à encadrer cette hybridité et à la faire servir à la fois la flexibilité et la sécurisation des parcours à travers une qualité du travail, effectivement, et pas seulement la sécurité de l'emploi, eh bien, à mon avis, on aura déjà gagné une grande bataille et qui permettra de s'avancer, de s'engager sur le chemin du développement des groupements. Oui, et ça, c'est du ressort des groupements eux-mêmes, parce que vous expliquez dans votre ouvrage, vous avez étudié deux types de groupements, Viatix en Bretagne et Geox en région centre, où précisément le deuxième n'avait pas cette dimension d'accompagnement et était au service exclusif des entreprises, avec d'ailleurs un directeur qui posait problème et qui depuis est parti. Mais on voit bien que là, c'était absolument déterminant. Mais alors, comment travailler cette dimension d'accompagnement ? Et est-ce qu'il faut accompagner cette dimension d'accompagnement, si je puis dire, pour que ça essaime beaucoup plus rapidement ? C'est la déontologie et c'est la logique de développement territorial des groupements aussi. Parce que c'est vrai que les deux groupements avaient des politiques très différentes. Le groupement breton sur lequel j'ai travaillé avait une politique de développement d'expansion qui était fondée sur la promotion de la professionnalisation. Donc son atout de reconnaissance par rapport aux entreprises adhérentes, c'était proposer des salariés professionnels, responsables, etc. Donc c'était la qualité du salarié qui était visée et la qualité du travail. Et visiblement, c'est une carte qui fonctionne puisque c'est un groupement qui s'est énormément développé. L'autre groupement avait comme logique de développement qui était une logique territoriale de développement. C'est-à-dire il fallait essaimer le plus largement possible sur le territoire, créer des succursales avec un maximum d'entreprises adhérentes. Et finalement, la qualité du salarié, la qualité du travail, c'était quelque chose de totalement annexe. Il fallait répondre aux demandes des entreprises pour grossir. Et on était dans une logique très différente. Et ça s'est fait au détriment de l'éthique des groupements, puisque les groupements ont quand même une charte éthique. Et un mot supplémentaire sur la nécessité que vous exposez pour les groupements d'employeurs, pour les directeurs, d'être à équidistance, dans une position médiane en tout cas, entre les entreprises adhérentes et les salariés que les groupements emploient.
Oui, tout à fait. Moi, la personnalité du groupement, du directeur du groupement, mais ça, je pense que tous ceux qui sont présents dans la salle le savent beaucoup mieux que moi, est absolument décisive dans le fonctionnement des groupements. Alors peut-être que là, il y a un autre point à creuser, c'est-à-dire comment faire pour que la politique, l'efficacité du groupement ne soit pas entièrement subordonnée à la personnalité de son directeur. Comment travailler autour de cette problématique? Moi, il me semble que c'est une vraie problématique pour les groupements, parce qu'un directeur peut changer, les choses peuvent complètement changer. Enfin, on sent qu'il y a une marque directoriale extrêmement forte, ce qui peut être un atout, parce que du coup, ça donne une capacité, évidemment, d'agir au directeur, mais dans des sens déviants ou au contraire un sens très positif pour l'évolution du groupement. Mais je n'ai pas de réponse à ce problème. Antoine Liancan, puis Bernard Gazier. Oui, alors je pense que ce qui vient d'être dit, ça alimente la nécessité de réfléchir sur ce que c'est que ce tiers, ce médiateur, en réalité. Il est à mi-distance, à mi-chemin, entre des entreprises qui ont leurs besoins dans un certain espace et des salariés. Alors là, il y a un vrai problème, en effet, au fond, d'apport. Le groupement d'employeurs, ce tiers, doit apporter quelque chose qu'un employeur n'apporte pas. Sans ça, c'est un employeur banal. Donc il faut que chacun réfléchisse, au fond, à ce qu'est la contribution spécifique des groupements d'employeurs, ce tiers employeur, à l'itinéraire, le parcours, enfin, les mots ne manquent pas aujourd'hui pour parler du processus par lequel un salarié trouve à la fois l'emploi auquel il aspire et puis un certain épanouissement à travers cet emploi et les conditions dans lesquelles il est employé. Donc, c'est ce tiers. Je pense que le mot tiers est un mot descriptif qui n'a pas peut-être l'épaisseur encore, qui donne l'idée de ce que doit être l'apport de cet employeur spécifique. Alors, le problème du directeur charisme, de la directrice, on va dire. Parce qu'on tout le monde a remarqué qu'on avait un langage tellement masculin quand on parle de ça. Hein. Bon, passons. Les images tout à l'heure étaient très masculines, n'est-ce pas? Ouais. Mais le rugby féminin se développe. Ouais. Quel est le centre du monde, d'ailleurs, du rugby féminin? Est-ce que c'est Toulouse? On posera la question au déjeuner à Pierre Fadeuil. Non, mais je pense que la figure un peu charismatique rend difficile, évidemment, la construction d'une sorte, ou l'invention d'une sorte de... Vous voyez, d'équation avec un certain nombre de conditions. Donc, je pense que là aussi, il faudrait essayer de comprendre un peu les conditions dans lesquelles émerge un groupement d'employeurs, indépendamment, j'allais dire, du contexte des entreprises et des salariés. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dynamique particulière liée à une petite équipe, au rapport entre un conseil général et une ou deux personnes, etc. Et ça, je pense que c'est important si on veut, par exemple, essayer un jour de capitaliser cette expérience et faire naître peut-être un lieu dans lequel les échanges ont lieu. Je prends l'exemple, je dis ça parce que ce n'est pas du tout le domaine que je connais, mais c'est le lien avec ce que disait Pierre Fadeuil. Certains ont examiné, par exemple, les conditions dans lesquelles on devenait un très bon manager d'un club sportif. C'est aussi quelque chose d'assez original. Et il existe en France, pas très loin d'ici, c'est à Limoges, un centre de formation des managers sportifs. Pourquoi? Parce que ça résulte d'un travail très, très intime entre quelques personnages charismatiques et puis des universitaires qui ont essayé de voir quels étaient les modules, les conditions dans lesquelles on pouvait ensuite donner naissance, au fond, à un petit groupe qui serait appelé, dans la suite des créateurs originaires, à prendre les responsabilités d'un club. Je pense que c'est un processus de ce type qui serait nécessaire. Cette professionnalisation, d'ailleurs, aujourd'hui, elle commence un peu à se structurer, par exemple via le CRGE, mais elle est naissante aujourd'hui. Elle n'est
pas forcément d'ampleur nationale. Bernard Gazier? Oui, la professionnalisation des militants. On voit bien la tension créatrice est nécessaire. Il faut que l'innovation devienne routinière. Vous voyez, on est toujours dans ce jeu un peu compliqué, mais qui est nécessaire. Je voudrais revenir justement sur la dynamique dont il est question aujourd'hui. Je vais commencer par un exemple qui n'est pas sur les groupements d'employeurs, mais qui sera très bref. Je me souviens, quand j'étais jeune, pour ma génération, il y avait des petites supérettes locales qu'on appelait les coops. Et on allait chez les coops et on y trouvait le yaourt à l'unité, parce que le yaourt à l'unité, c'est ce que pouvaient acheter ce qu'on appelait à l'époque les économiquement faibles, c'est-à-dire les petits vieux qui n'avaient pas de retraite, à l'époque où on commençait seulement à constituer finalement les retraites que nous avons aujourd'hui. Alors, il se trouve que les coops ont disparu sous cette forme. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? Est-ce que ça veut dire qu'une fois de plus, l'économie sociale et solidaire a abandonné un terrain, que la pression marchande est allée manger la blanche colombe? Attendez, c'est pas ça. C'est que maintenant, il y a des supermarchés où on peut acheter 10 yaourts pour le prix où, à l'époque, il n'y en avait qu'un. Donc, en fait, si le marchand le fait, mais attendez, mais tant mieux. Surtout, laissez-les faire. En revanche, il faut se mettre sur le terrain, là où il faut. Et donc, il faut être sur le terrain où des enjeux en termes d'emploi et de compétences nouveaux nécessitent ce regard de solidarité, ce regard avec un tiers qui est celui que vous pouvez porter. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. Ce tiers est créateur. En fait, ce sont des problèmes de coordination, ce sont des problèmes de solidarité, ce qui n'est pas la même chose. On peut se coordonner de manière pas du tout solidaire. Donc en fait, il faut à la fois coordination et solidarité. C'est ce que fait le tiers du groupement d'employeurs. Alors, où est-ce qu'on arrive à partir de là en termes de défis d'aujourd'hui? On arrive sur un terrain qui est celui de ces nouveaux territoires, de ces nouvelles formes de travail qui mélangent le travail domestique, le travail personnel, qui demandent quelquefois des gens qui vont se mettre en formation, qui ensuite vont demander une variété de carrières, par exemple être d'abord à son compte, ensuite salarié dans un groupement d'employeurs, ensuite peut-être, pourquoi pas, dans une agence d'intérim, puis ensuite qui reviendra, etc. Vous voyez, cette variété-là, on en a besoin, c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui de créer. Et alors je suggère une chose par rapport à ça, mais ça a commencé à être dit. On a beaucoup parlé de l'accompagnement des salariés. Effectivement, il est central dans cette affaire. Moi, je vois venir beaucoup l'accompagnement des entreprises. C'est les entreprises qui ont besoin d'être accompagnées dans leurs compétences, dans le fait de leur faire toucher du doigt le long terme, pas le court terme concurrentiel. Clac, j'ai besoin de quelque chose, je le prends, pof, et tant pis si ailleurs ça dérègle tout. Non, attendez, il faut voir ensemble. Et alors, ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Au Japon, c'est les grandes entreprises japonaises avec ces salariés polyvalents dont on a fait l'éloge il y a 20 ans, qu'on voit beaucoup moins maintenant, mais qui sont toujours là. En Allemagne, c'est ces grandes PME qui sont en contact les unes avec les autres, ce qu'on appelle le Mittelstand, et qui est quelque chose devant quoi les Français sont béats d'admiration. Oui, mais voilà, nous on a un autre truc, et un truc qui est pas mal, mais un truc qu'il faut lancer maintenant beaucoup plus loin, du côté de cet entrepreneuriat accompagné. Beaucoup de questions dans ce que vous dites, à la fois la mise en réseau, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, et puis aussi cette idée de l'accompagnement des entreprises, d'un cahier des charges un peu spécifique par rapport à l'accompagnement. Est-ce que l'idée d'une charte, qui est parfois évoquée, d'une charte de bonne pratique avec un cahier des charges un peu strict, peut être une idée intéressante, notamment pour structurer le secteur, la profession, vis-à-vis aussi des pouvoirs publics, avec le risque quand même que si on structure et si c'est trop strict et trop sévère, forcément on est moins attractif. Or, on a parfois déjà un peu de mal à trouver de nouvelles entreprises adhérentes. Juste pour réagir là-dessus, je pense qu'une charte peut être tout à fait utile, mais la grande question, c'est de mettre en adéquation les mots et les choses. Si vous avez un document qui dit des tas de belles choses et qu'en même temps, la logique demeure fractionnée, que les compétences s'accumulent peut-être pas assez, que certaines formes d'emploi au sein des groupements d'employeurs ne conduisent pas à suffisamment accumuler des compétences, que les choses ne respirent pas, à ce moment-là, on sera dans la contradiction et ça restera comme c'est. Donc en fait, je pense qu'il faut effectivement expliciter ce qu'on fait, peut-être beaucoup plus encore. Tout à l'heure, il a été dit que les groupements d'employeurs sont désormais reconnus, tout le monde sait bien ce que c'est. Moi, je ne suis pas sûr. Et en particulier, le côté hybride dont on a parlé aujourd'hui, qui est vital dans la société dans laquelle nous sommes. Nous vivons le monde de la marchandisation accélérée.
On est dans un monde où quelqu'un sur le plan financier peut dire « vendez ici, pof, c'est vendu en Chine, ça revient, ça repart, etc. » On est dans un monde où la mobilité du capital est instantanée, et c'est comme s'il fallait traîner avec lui la mobilité du travail. C'est un monde insupportable. Et donc c'est un monde dans lequel il faut à la fois laisser sa place aux initiatives marchandes, laisser leur place, et en même temps faire valoir un long terme, et c'est celui-là dans lequel, à mon avis, cet enjeu-là pour lequel les groupements d'employeurs ont vraiment quelque chose de très novateur et très important à dire et à développer. Bénédicte Zimmermann, sur cette idée d'un cahier des charges qui peut-être guiderait de manière un peu plus précise les entreprises adhérentes dans les groupements d'employeurs. Cette idée-là, vous y êtes plutôt favorable? Si oui, à quelles conditions? Alors, moi, j'avais travaillé sur la labellisation des groupements d'employeurs, déjà, qui s'appuient sur la charte et un cahier des charges minimal. Je ne sais pas où on en est cette labellisation aujourd'hui. J'avoue que je n'ai pas remis le nez dans ce dossier récemment. C'était très générique, hein, la charte que vous évoquez était... C'était très générique, hein, mais ce que j'avais constaté, c'était une labellisation à laquelle le ministère du Travail était associé. Donc ça devait aussi favoriser la reconnaissance publique des groupements. Non, pour les groupements interprofessionnels également, pas seulement les GEC. Et les groupements que moi j'avais identifiés comme déviants, à ma grande surprise, avaient le label groupement de qualité. Et d'ailleurs, l'un des groupements a très mal tourné. Donc, il y a un problème de labellisation, et ça ne m'étonne pas que cette histoire ne se soit pas développée, puisqu'il y a un problème de crédibilité derrière. À quoi sert un label si on ne peut pas s'y fier? Et je pense que ça, on s'en est rendu compte très vite. Alors après, créer un cahier des charges pour les entreprises, moi je pense que l'originalité du groupement est ce qu'il faut préserver à tout prix, c'est précisément cette structure collégiale qui réunit des entreprises adhérentes, responsables et solidaires. Et je crois que ça, c'est fondamental dans ce dispositif, c'est ce qui fait son originalité. Et si on se met à développer des chartes trop contraignantes pour les entreprises, je pense qu'on perd quelque chose parce qu'en même temps, on déresponsabilise les entreprises d'une certaine manière. Enfin, c'est paradoxal. À vouloir trop réguler, réglementer, encadrer des pratiques, eh bien, ça peut aussi engendrer une déresponsabilisation. Mais il faut pour autant favoriser cette équidistance dont vous parliez. À mon avis, c'est au niveau du groupement d'employeurs qu'il faut mettre en place un certain nombre de pratiques qui encadrent, qui accompagnent les entreprises, qui réglementent leur adhésion ou leur exclusion, mais pas au niveau des entreprises, je dirais. C'est le niveau du groupement qui me paraît la bonne... Et à ce moment-là, si c'est le niveau de groupement, ce sont des choses qui peuvent être décidées, mises en œuvre collégialement dans le sein des conseils d'administration, en association avec toutes les entreprises adhérentes. Et je crois que c'est quelque chose aussi qui différencie d'une certaine manière le dispositif groupement d'employeurs de l'économie sociale et solidaire telle qu'on la conçoit aujourd'hui en France. Parce que c'est un dispositif qui est très fortement porté par les entreprises. Et à mon sens, c'est ça qu'il faut encourager. Et réfléchir à la manière d'engager encore plus d'entreprises dans ce dispositif-là. Antoine Yoncan ? Oui, j'imagine mal une sorte de charte pour les entreprises qui accueillent les salariés en temps partagé. Je l'imagine mal parce qu'il y a une très grande diversité des utilisateurs. Non, une charte en fait que les groupements... Mais c'est plutôt pour les groupements. C'est ça. Pour prolonger ce que disait Bénédicte Zimmermann, alors oui. Je me suis peut-être mal exprimé, mais une charte que les groupements, en quelque sorte, imposeraient à leurs entreprises adhérentes. Avec la difficulté, le risque possible, effectivement, que cette charge, si elle est un peu précise, pas très générique, puisse être un peu dissuasive aussi. Oui, mais l'emboîtement des responsabilités, là, est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, bien analyser, parce que, bien sûr, il y a une responsabilité des adhérents
les groupements. C'est-à-dire essayer de construire quelque chose à travers le groupement qui manifeste une certaine solidarité entre les adhérents. Donc c'est sur un projet collectif qu'ils s'engagent. Mais il y a ensuite la responsabilité, j'allais dire, du groupement, justement, d'être ce tiers, d'être le gardien de cette hybridité, comme dirait Bénédicte, Zimmermann. Et là, on voit bien que c'est plutôt les responsables des groupements eux-mêmes qui doivent pouvoir s'imposer, je ne dis pas se voir imposer, mais s'imposer eux-mêmes progressivement une déontologie. Une déontologie. Je préfère ça à l'idée d'une charte, parce que le mot charte, il est utilisé maintenant un peu pour tout et son contraire. Non, c'est plutôt l'idée qu'il y a, indépendamment d'obligations légales, si vous voulez, il y a un certain type d'engagement, bon, qui est opposable ensuite à celui qui le prend. C'est ça que je veux dire. On s'engage, donc on est lié parce qu'on a dit. Et là, je sens assez bien, en effet, peut-être progressivement, à partir d'une discussion dans chaque groupement, entre les adhérents et les animateurs et dirigeants de groupements, ensuite par diffusion de ce qui s'est dit, la naissance d'une certaine déontologie des groupements eux-mêmes. Ça, je le verrai assez bien. Quant à la forme que ça revêtirait, je ne sais pas. C'est peut-être simplement un document qui serait simplement soumis ensuite à discussion. Je n'imagine pas entrer dans une voie sanctionnatrice pour l'instant là-dessus, puisque ce qui est important, c'est d'avoir cette réflexion sur en quoi consiste d'abord cette déontologie. Alors, autre sujet qu'on avait évoqué tout à l'heure, mais assez succinctement, la mise en réseau territorial. Et pour rebondir sur la mélancolie des bonnes pratiques que vous évoquiez, ce risque de huis clos des groupements d'employeurs, aujourd'hui, justement, comment le dépasser? Comment vous voyez la mise en réseau? Parce que quand on regarde une région, on voit très souvent qu'il y a énormément d'initiatives qui souvent ne se parlent pas entre elles, mais qui souvent sont très innovantes. Comment faire en sorte, et avec quel type de partenaires, que les groupements puissent peut-être être davantage associés à d'autres initiatives? Oui, oui. Je voudrais commencer. Tout à l'heure, j'ai dit le CDI n'est plus ce qu'il était. Je voudrais dire maintenant le territoire n'est plus ce qu'il était. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a plus ces regroupements au sein desquels on travaille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des communautés de projets, etc. Mais je voudrais dire qu'il est en train de se passer progressivement quelque chose à l'échelle de la France de très violent. C'est la fin de l'équilibrage antérieur où, grâce aux administrations publiques et grâce aux retraites, grâce à un certain nombre de transferts, eh bien, des régions qui étaient plus ou moins à l'écart du développement pouvaient être irriguées de manière à peu près équilibrée. La relative solidarité des territoires français a été maintenue grâce à ces dispositions-là. Or, on est maintenant dans une logique qui est une logique de métropolisation agressive et accélérée, dans laquelle un certain nombre de très grandes villes, et chez vous, ce n'est pas Poitiers, c'est Bordeaux, hein, c'est là que ça se passe. Là, il y a des universités, là, il y a des chercheurs, là, il y a de la compétitivité internationale agressive, top niveau, etc. Et puis autour, il y a tout un hinterland où il fait bon vivre, où on peut accueillir des cadres, ce qu'on appelle parfois les emplois résidentiels, etc. Je caricature. Mais cette polarisation est en train de se jouer. Et cette polarisation, elle veut dire que le territoire, évidemment, ça va être cette grande région qui va apparaître, évidemment, région au sein de laquelle il va y avoir des territoires plus petits, et puis surtout des territoires projets, des territoires sur lesquels un certain nombre d'acteurs eh bien, se rassemblent et font fonctionner leur solidarité. Mais cette recomposition aujourd'hui, elle va passer par une mission nouvelle, un défi, hein, et qui est le défi de faire circuler entre la métropole territoriale lancée dans la compétition internationale et les autres territoires, de faire circuler quelque chose qui n'est pas simplement les trajets des cadres supérieurs qui vont dans des maisons de campagne, quelque chose d'autre. Et cette logique-là, il me semble que les groupements d'employeurs peuvent s'en emparer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire être présent à Bordeaux, drôlement, et essayer non pas de faire des groupements d'employeurs high-tech qui regrouperaient des ingénieurs, parce que ça, ils peuvent le faire autrement et très bien, mais en revanche, soit sur ce maillage qui est désormais nécessaire, faute de quoi on va arriver en France à une mécanique de non-solidarité territoriale qui va devenir extrêmement menaçante. À quel type de partenaires les groupements d'employeurs pourraient... de quel type de partenaires pourraient-ils se rapprocher?
Alors, typiquement, il y en a un qui me saute aux yeux, un autre tiers, les maisons de l'emploi. Les maisons de l'emploi sont aujourd'hui des dispositifs qui sont mal en point. On est en train, malheureusement le directeur de la Directe n'est plus là, on est en train de leur couper les fonds. Bon, voilà. Or, c'est un dispositif très important qui permet de fédérer des efforts de financement, de formation, des efforts de dispatch de différents types justement de renseignements sur les emplois, sur le fonctionnement de réseaux interentreprises, etc. Et il me semble que le lien groupement d'employeurs, maison de l'emploi, serait un lien, à mon avis, très intéressant. Ça permettrait d'ailleurs, elles, de les conforter dans leur attitude, qui est devenue difficile. Et par rapport à ça, il y a une ambiguïté de l'État. L'ambiguïté, je vous la donne tout de suite, c'est que l'État, il veut bien que tout ça, ça soit partenarial, mais il veut continuer à contrôler. Alors, à partir de là, il y a quelque chose qui se dérègle. Il y a quelque chose qui fait que l'État s'achète en quelque sorte une nouvelle conduite. Or, nous sommes dans un processus totalement inachevé, dans lequel la dévolution du pouvoir décentralisé, structuré, pas un truc mou dans lequel chacun fait ce qu'il veut, pas du tout, quelque chose de structuré, eh bien, ce processus est pour l'instant incomplet, et il me semble que l'enjeu aujourd'hui est vraiment que des structures comme les groupements d'employeurs viennent compléter le maillage, la coopération, et notamment sur un point central, qui est le point de la production des compétences. C'est là que ça se passe désormais. Produire des compétences, on peut le faire au travers des expériences professionnelles qui sont celles qui sont données dans les groupements d'employeurs. On peut le faire avec des écoles professionnelles qui peuvent les alimenter, qui peuvent eux-mêmes impulser, etc. Il me semble que cette co-construction de compétences, là, c'est un noyau à partir duquel on peut faire fonctionner toute une série de réseaux. Un dernier mot là-dessus, sur cette mise en réseau, Bénédicte Zimmermann. Alors, sur cette mise en réseau, moi, je voudrais rebondir sur le développement de compétences et la formation. Nous avons eu une loi toute récente qui réforme en profondeur le système de formation professionnelle. Et il me semble que les groupements d'employeurs sont un outil fantastique pour justement développer la formation tout au long de la vie à travers l'expérience acquise dans des activités diversifiées et variées, mais aussi à travers des formations plus formelles qu'ils pourraient développer. Mais il me semble que là, c'est encore un point faible. D'autant que vous le soulignez, la formation, c'est un élément d'identification collective pour les salariés. Ce n'est pas le but de départ, mais Absolument. Ça permettrait souvent de fédérer des salariés, des groupements d'employeurs, en leur donnant une forme d'identité collective qu'ils ont parfois du mal à trouver dans les différentes entreprises. Absolument, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'être collègue entre salariés à temps partagé? Quels sont les collègues? Ils sont salariés de la structure groupement d'employeurs, mais ils travaillent avec les salariés des entreprises adhérentes, ils circulent. Et donc, quel est le sens du collectif de travail aussi? Et la formation peut être une manière de créer ce collectif-là, et une manière assez forte. Mais je crois que c'est pour le moment un autre point à creuser, parce qu'il me semble que les groupements ne sont pas vraiment encore allés au bout de leurs possibilités. Le mot de la fin, Antoine Yancan, très court. De la fin, certainement pas, mais je pense qu'il y a deux arborescences, deux types de réseaux. Il y a le réseau dont on vient de parler du côté justement de l'apprentissage, de la formation, de la formalisation de certaines formations. Donc là, il y a toute une série d'acteurs potentiellement en rapport avec les groupements d'employeurs. Et ça, je pense que c'est à analyser, à regarder. Et puis, il y a de côté aussi des entreprises qui ignorent ce que le groupement d'employeurs peut leur apporter. C'est-à-dire, il y a des tas de secteurs dans lesquels on ne recrute pas parce qu'on sait qu'on a besoin de quelqu'un pour 3 mois et on ne sait pas comment faire. Bon, on ne sait pas où le trouver, on ne sait pas quel type de complément de formation il faut lui donner avant de le recruter, on ne sait pas quelle va être exactement la durée, etc. Et là, il y a un travail, c'est généralement le directeur charismatique qui peut essayer d'aller créer cette sorte de besoin commun, cette communauté, cette solidarité entre entreprises. Mais là, il y a un énorme travail de mise en réseau dans certains secteurs qui doit être fait. Je parle de ça parce que j'en parle avec certains de mes amis et collègues. Par exemple, le domaine de la recherche, c'est un domaine dans lequel il y a des besoins absolument considérables. Mais les
entrepreneurs de recherche, si on peut utiliser ce mot-là, c'est-à-dire les établissements dans lesquels la recherche, etc., se déroule, ne connaissent pas l'existence de ce groupement d'employeurs et la capacité entre établissements, éventuellement, de créer cette sorte de solidarité. Et donc là, il y a, je pense, un champ de travail extrêmement important. Bon, tout ça ne fait pas naître au sens propre un réseau formel. Mais ça, les réseaux formels, c'est pour le prochain anniversaire. Merci beaucoup à tous les trois pour la richesse de ce débat. Merci.